Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes à Bakou, en Azerbaïdjan, où se déroule depuis le 11 novembre, et ce jusqu'au 22 novembre de cette année, les travaux de la 29e conférence des Nations Unies sur le climat. Après la sortie progressive des énergies fossiles à Dubaï l'an dernier, la COP se consacre cette fois-ci au financement de la transition écologique, soit comme défini dans l'accord de Paris, tous les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique. Plus concrètement, cette 29e conférence climat des Nations Unies, qui se déroule donc du 11 au 22 à Azerbaïdjan, en Azerbaïdjan, dans la capitale Bakou, a pour objectif de débloquer des centaines de milliards de dollars nécessaires aux pays en développement pour affronter la crise climatique. Cette enveloppe, appelée Nouvel objectif collectif quantifié, doit remplacer celle fixée en 2009. Cette dernière prévoyait que les pays riches fournissent 100 milliards de dollars d'aide annuelle aux pays en développement, un chiffre péniblement atteint en retard en 2022. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a tenu à rappeler que contribuer à ce financement n'est pas une charité, mais plutôt une nécessité. Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. The clock is ticking. Developing countries must not leave Baku empty-handed. A deal is a must, and I'm confident it will be reached. À quelques semaines avant le début de la conférence de la COP, les experts et observateurs des négociations s'accordaient à dire que ces dernières n'étaient pas très avancées. Embryon d'accord sur cet objectif publié le 15 octobre par l'Égypte et l'Australie, désignées comme co-facilitatrices des discussions, montrait bien l'ampleur des clivages entre les blocs, avec des solutions allant d'un minimum de 100 millions, de 100 milliards, pardon, à 2000 milliards de dollars. Et les pays donateurs, dont la liste a été établie en 1992, d'après leur responsabilité historique dans les réchauffements climatiques, États-Unis, Union européenne, Japon, Royaume-Uni, Canada, Suisse, Turquie, Norvège, Islande, Nouvelle-Zélande et Australie estiment certains de ces montants réalistes pour leurs finances publiques. Ces pays veulent aussi revoir la liste des contributeurs. Argan ne représentait plus que 30% des émissions historiques. Il réclame d'élargir la base des donateurs aux pays émergents, en particulier la Chine ou les pays du Golfe, qui ne veulent pas, bien évidemment, en entendre parler. Et l'Union européenne, dans une position commune publiée le 14 octobre, demandait ainsi un groupe plus large de contributeurs. Cela reflèterait l'évolution des capacités économiques respectives et des quantités croissantes d'émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis le début des années 1990, peut-on dire. L'Union européenne soulignait également que l'investissement privé devra fournir la plus grande part des investissements requis dans la transition verte. Et les finances publiques ne pouvant à elles seules atteindre les niveaux de financement nécessaires. Il y a une opposition nord-sud avec une conférence qui a baissé depuis le retard de l'atteinte de 100 milliards de dollars. D'autant que 2 tiers des 100 milliards de dollars annuels déjà octroyés sont des prêts
accusé d'alimenter la dette des pays pauvres. Les points de désaccord potentiels s'accumulent donc. Mais il y a espoir. Malgré ces questions, experts et ONG saluent la montée en puissance nécessaire de l'enjeu financier lors des COP, des conférences des Nations Unies sur le climat. Mais reste à finaliser les accords. Bloqués depuis des années sur la finance carbone, cette possibilité donnée par l'article 6 de l'accord de Paris aux États de compenser les efforts réalisés, des États de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en achetant les efforts réalisés ailleurs, ou encore à capitaliser de fonds pour les pertes et dommages adoptés à Dubaï l'an dernier et à progresser sur l'élimination des financements aux énergies fossiles. On peut également s'attendre, comme lors de chaque COP, à des accords extérieurs aux négociations officielles. La finance privée peut avoir un rôle à jouer extrêmement important selon les ONG qui estiment que le secteur privé doit représenter 80% du financement des transitions énergétiques. Un premier pas dans ce sens a été fait avec le Fonds d'action pour la finance et climat, idée lancée par l'Azerbaïdjan en juillet dernier et qui devra rassembler $1 milliard issus des contributions volontaires de pays et entreprises producteurs d'énergie fossile, en particulier le pétrole. Mais l'addition de tous ces fonds, privés comme publics, est loin d'être suffisante, cela s'entend. Malgré tous ces efforts, les défis restent immenses. Tout d'abord, ce qu'on peut qualifier de mauvaise volonté. Nous avons vu déjà que les promesses faites lors de ces conférences de l'ONU sur le climat sont péniblement tenues. Mais cette fois-ci, il y a un contexte international bien particulier qui change radicalement avec le retour au pouvoir aux États-Unis d'un certain Donald Trump. Donald Trump est un climato-sceptique convaincu qui ne s'en cache pas. Déjà lors de sa première présidence, il avait décidé de retirer son pays de l'accord de Paris, décision sur laquelle était revenu un peu plus tard son successeur Joe Biden. Avec son retour à la Maison-Blanche, il a déjà promis de se retirer encore de l'accord de Paris, accord pourtant auquel font suite les présentes négociations en cours à Bakou. Et écoutons d'ailleurs ce qu'en dit cet extrait d'un dossier de nos confrères de TV5 Monde. Le réchauffement de la planète en a-t-il seulement quelque chose à faire? De climato-sceptique affiché, Donald Trump s'est mué pendant sa campagne en représentant méprisant les questions environnementales. Pour le président élu désormais, seuls comptent les gains financiers dégagés par les énergies fossiles. Nous allons rapidement devenir indépendants en matière d'énergie. Et nous allons fracturer, forer, bébé, forer. Entre autres mesures de dérégulation favorables à l'industrie pétro-gazière américaine, selon le New York Times, les équipes de Donald Trump préparent d'ores et déjà un nouveau retrait des États-Unis, deuxième plus grand pollueur mondial, de l'accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter le réchauffement en dessous d'1,5 degré. Les États-Unis, première puissance économique du monde, constituent normalement le premier contributeur dans la plupart des organisations internationales. Si donc Washington ne participe pas au financement des sommes en cours de négociations à Bakou, puisque justement Donald Trump ne veut pas en entendre parler, les objectifs auront du mal à être réalisés. Et l'Afrique dans tout ça alors? Je vous propose encore de suivre cet extrait d'un reportage de TV5 Monde. Si le continent n'émet que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il est frappé par les conséquences du changement climatique, notamment les inondations, comme on l'a vu au Tchad ou en RDC ces derniers mois, ou des sécheresses qui se multiplient.
Un fonds a été obtenu lors de la COP28 à Dubaï par les pays du Sud pour réparer ces dégâts. Et l'enjeu de cette COP à Bakou est sa mise en œuvre concrète. La chef de division environnement durable à l'Union africaine plaide pour que les États tiennent leurs promesses. On attend que les négociations des accords de Paris, que les compensations, ce qu'on appelle loss and damage, que ce soit débloqué de manière efficace et de manière concrète. Depuis ce temps, il y a des promesses, il y a des discussions qui sont en cours. On attend que ça se concrétise et que les montants qui ont été négociés et accordés par toutes les parties prenantes soient enfin développés en faveur du continent. L'Afrique est donc concernée au premier plan. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, le continent peine à parler d'une seule voix face à des enjeux aussi colossaux. Alors que les Européens ont décidé d'avoir une équipe unique de négociateurs pour les 27 pays membres de l'Union européenne, à Bakou, des pays africains négocient chacun pour soi. Même l'Union africaine participe aux négociations comme une entité à part. Mais les Africains s'accordent tout de même à regretter les promesses des COP précédentes qui n'ont pas été tenues. Écoutons à ce propos le président congolais, Denis Sassou Nguesso, qui estime aussi que le peu de fonds débloqués ne doivent pas alourdir la dette publique des pays africains, déjà en grande difficulté pour la plupart. En 2015, nous avions tous placé nos espoirs dans l'accord de Paris, car cet accord qui est fondé sur le principe de la justice climatique et de la transition juste établit clairement le cadre mondial de la lutte contre le changement climatique pour la stabilisation du réchauffement global à moins de 1,5 degré Celsius. Nous constatons avec regret que les financements mobilisés depuis 2015 ne sont pas à la hauteur de nos attentes et ne correspondent nullement à nos engagements. Nous nous préoccupons particulièrement du financement climatique, à propos duquel force est de constater que l'engagement des 100 milliards de dollars en 2009 pour la période 2010 et 2020 n'a été atteint qu'en 2022. Le nouvel objectif collectif quantifié pour le financement climatique devra s'appuyer sur des données scientifiques qui tiennent compte de l'impact et des besoins des pays en développement pour y faire face. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars. Notre souhait le plus ardent est que le montant de ce nouvel objectif soit fixé et défini dans une perspective de justice climatique et de transition juste. Cet objectif doit permettre à nos pays de réduire le fardeau de la dette plutôt que de l'aggraver. Les enjeux sont donc immenses pour les Africains et il est à déplorer, comme nous l'avons déjà dit, que tous les pays ne se mettent pas ensemble pour parler d'une même voix. Mais pourtant, ils sont presque tous dans les mêmes conditions et sont confrontés aux mêmes difficultés, notamment concernant l'accès aux fonds de réponse aux pertes et préjudices. Ici, par exemple, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, parle de son pays, uniquement de son pays, comme le fait d'ailleurs tous les autres dirigeants africains à la tribune de Bakou, alors qu'il aurait été beaucoup plus efficace d'avoir une voix unique parlant au nom du continent. Avec ses vastes étendues de forêts qui régulent le climat mondial, sa riche biodiversité, ses réserves en eau douce, ses gigantesques zones de tourbières, ses immenses terres arables,
Sans oublier ces nombreux minerais critiques incontournables pour le développement des technologies de pointe à l'ère de la transition énergétique, la République démocratique du Congo est véritablement au cœur des enjeux climatiques. Cependant, elle reste extrêmement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Pour ce faire, l'ensemble des pays qui luttent contre le réchauffement climatique doit s'engager à nos côtés pour atteindre cet objectif commun, préserver l'humanité car l'heure est grave. Chaque pays doit jouer sa partition. Il faut aborder en toute transparence et sans embâche la question de la finance climatique qui doit répondre aux enjeux avec plus d'ambition, plus d'engagement et surtout plus d'équité. Face à la crise climatique, notre gouvernement a élaboré un plan national d'adaptation qui doit bénéficier des financements importants afin de répondre à nos besoins. Il est urgent d'assouplir les modalités d'accès et d'accélérer l'opérationnalisation du fonds de réponse aux pertes et préjudices. Pour finir, il n'y a pas grand-chose à attendre de la COP29 de Bakou pour des raisons que nous avons déjà évoquées. Mais concrètement, pour l'Afrique, du moins pour les conférences à venir, il est urgent d'harmoniser les doléances, de porter d'une seule et unique voix afin de mieux peser dans les négociations internationales. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous avions à dire sur ce dossier de la COP29, notamment concernant les pays africains. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Au revoir.